des murmures provenant d'une chair tombée et un secret trop honteux pour rester enterré. Bienvenue à Détectives Éternels, je suis votre hôte Elias. Faites-moi savoir d'où vous regardez. J'ai lu chaque commentaire avec attention. Découvrons ensemble ce mystère. Le soleil de la fin de l'été projetait sa douce lueur sur la verdure du village de Chipping Denby, un hameau parfait comme une carte postale niché entre des collines et des haies. La fête annuelle du jardin battait son plein, avec des banderoles tendues d'orme en orme, le léger tintement des tasses en porcelaine et le parfum des scones chauds flottant dans l'air. Les enfants se précipitaient entre les étals, riant derrière leurs visages peints, tandis que les résidents plus âgés étaient assis sous des parasols, se remémorant les fêtes des années passées. Près du treillis de roses, Miss Jane Marple, une dame aux cheveux argentés portant un châle gris tourterelle et un chapeau de paille, était assise tranquillement sur un banc peint en blanc, grignotant un biscuit et regardant la scène se dérouler avec un léger intérêt. Même si ses yeux semblaient placides, son esprit, comme toujours, bougeait derrière eux comme sur des roulettes. La fête a eu lieu cette année sur la pelouse du presbytère, une tradition rétablie après une interruption de 10 ans suite à la disgrâce soudaine et au départ de l'ancien vicaire, le révérend Pottle. Son nom n'avait pas été prononcé publiquement depuis le scandale impliquant des fonds religieux, un testament disparu et de vagues insinuations de comportements inappropriés. À sa place se tenait désormais le révérend Charles Denning, nouvellement nommé, un homme grand et sympathique aux manières désolées, et dont la femme, selon la rumeur, était quelque peu nerveuse face aux foules. « Jeudi, Miss Marple, » dit le colonel Arbuthnot, interrompant le fil de ses pensées, alors qu'il s'approchait avec un verre de limonade trouble. « Vous souvenez-vous de la dernière fête organisée ici, avant l'affaire avec Pottle ?» Elle accepta le verre avec un signe de tête. « Oui, je me souviens, une affaire plutôt animée. Je crois que le chien de Madame Finch a remporté le prix du meilleur animal de compagnie, bien qu'il ait mâché la corde du mât de mai. »« Ah, c'est vrai, » rigola le colonel. Un chien précipité a presque tout fait tomber. Leur rire fut interrompu par un cri soudain. Le cri d'une femme, aigu et rempli d'une véritable terreur, coupa le bourdonnement paresseux des bavardages du village. Les têtes se tournèrent. Le quatuor à cordes s'arrêta au milieu de la valse. Même les enfants se figèrent en riant, ils provenaient de l'ancienne sacristie. En quelques instants, une foule convergeait vers le côté de l'église, où l'ancienne porte de la sacristie avait été laissée entr'ouverte pour la fête. À l'intérieur, l'air était frais et moisi à cause du vieillissement et de la négligence. Contre le mur du fond, à moitié caché par l'ombre, gisait le corps d'un homme. Il était étalé sur une pile de recueils de cantiques, le col de travers et le visage pâle et immobile. C'était M. Lionel Preetle, l'avocat, un homme doux et pointilleux d'une 60aine d'années, connu pour son penchant pour les gâteaux aux graines et son intérêt particulier pour l'histoire. Du village, en particulier, disait-on, l'histoire de la disgrâce du révérend Pottle. « Il est mort », a déclaré le docteur Radcliffe après s'être agenouillé un instant à côté du corps. « Tout à fait mort. Traumatisme crânien, je parierais. Il y a du sang sur le bord de ce coffre en chêne. » Un halètement collectif se répercuta sur le petit rassemblement. Madame Mullins, la maîtresse de poste, fut aidée à s'asseoir sur une chaise. La femme du vicaire semblait faible, et quelqu'un, personne ne pouvait se rappeler qui, fut envoyé pour téléphoner à la police. Miss Marple resta sur le seuil, les mains doucement croisées sur son sac à main. Son visage était illisible. « Ce n'est pas possible, » murmura le révérend Denning. « Il était juste là. Il m'aidait à retrouver les registres originaux de la fête. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose de curieux dans le placard de la sacristie. Je l'ai quitté il y a seulement quelques minutes. »« Curieux ?» demanda doucement Miss Marple, mais le vicaire ne parut pas entendre. La police est arrivée dans les 20 minutes, dirigée par l'inspecteur Craythorne de la police du comté. C'était un homme méthodique,
avec un front perpétuellement froncé et l'habitude de se frotter le menton avant de parler. « Accidentel, peut-être », dit-il d'un ton dubitatif après avoir inspecté les lieux. « Ce coffre est lourd. Si M. Prittle est tombé en fouillant, il aurait pu se cogner la tête. »« Où ?» intervint Madame Mullins, qui s'était suffisamment rétablie pour renifler de façon dramatique. « Il était poussé. On ne tombe pas comme ça en fouillant dans les cantiques. J'ai dit à Agnès la semaine dernière que quelque chose ne va pas dans ce placard du presbytère. » Miss Marple, toujours debout juste devant la porte, murmura doucement « On tombe rarement en arrière en fouillant en avant. » Craythorne se tourna vers elle en plissant les yeux. « Miss Marple, n'est-ce pas ?» Elle inclina la tête. « Vous avez déjà aidé sur des affaires, n'est-ce pas? Le colonel me dit que vous avez un talent. »« J'observe les gens, » dit-elle doucement. « Et le comportement humain, contrairement au cantique, change rarement. » L'inspecteur grogna. « Eh bien, voyons ce que dit le coroner. Inutile de remuer le village pour l'instant. » Mais le village, comme on pouvait s'y attendre, était déjà agité. Au crépuscule, la fête s'était effondrée dans une retraite confuse. Les tables furent débarrassées à la hâte, les guirlandes s'affaissaient dans la brume croissante, et les chuchotements commencèrent à parcourir inlassablement les salons, les cuisines et les tables à thé. Miss Marple retourna dans son cottage soigné à la lisière du village, où sa fidèle servante Florence l'attendait avec une tasse de thé et une part de gâteau Dundee. Elle mangeait d'un appétit tranquille, puis allumait un feu malgré la chaleur persistante du mois d'août et se remettait à tricoter. Un homme était mort lors d'une fête dans le jardin, se dit-elle, dans la sacristie même entachée par le souvenir d'un vicaire qui avait jadis trahi la confiance de ses ouailles. Et ce même homme, M. Prittle, s'était penché sur cet héritage. Qu'avait-il trouvé? Quel héritage le révérend Pottle en disgrâce a-t-il laissé derrière lui? Et qui, à Chipping Denby, pourrait tuer pour le garder enterré? Alors que le feu crépitait et que les ombres s'allongeaient, Miss Marple commença à tricoter plus vite, ses yeux bleus perçants derrière ses lunettes. Au matin, les ruelles tranquilles de Chipping Denby bourdonnaient comme une ruche dérangée. Le village s'était réveillé avec un sentiment d'inquiétude, comme si chaque habitant, commerçant ou célibataire, avait reçu une convocation personnelle pour spéculer sur la mort de Lionel Prittle. La scène de la fête du presbytère s'était profondément gravée dans l'esprit de la communauté et, même si la police n'avait pas encore fait de déclaration officielle, les villageois avaient déjà tiré leurs propres conclusions. Prittle avait des ennemis, vous savez, déclara M. Harold Smithers le boucher, alors qu'il faisait passer des ragots sur le comptoir avec une livre de saucisses de Cumberland. Cette affaire avec le testament de Madame Trentham l'année dernière, ça l'affaire. Certains disent qu'il l'a modifié sans son consentement, même si, bien sûr, rien n'a jamais été prouvé. Sa cliente, Madame Bletchley, se pencha avec délectation. Et qu'en est-il de la débâcle du bail Mortimer? Il a été surpris en train de fouiner dans leur ancien grenier prétendant chercher un acte manquant. Si vous me demandez, il fouinait là où il ne devrait pas. Et mourir là où il ne devrait pas, dit sombrement Smithers. Pendant ce temps, au magasin du coin, Miss Hartley était tout aussi ouverte avec sa propre théorie, partagée à voix basse autour de sacs de sucre d'orge et de lait frais. C'est « Encore une fois le scandale Pottle », dit-elle à Madame Finch, venue chercher des œufs. « Remarquez bien, tout est lié. Cet homme, Prittle, était obsédé par le vieux vicaire. Il posait toujours des questions. À quoi s'attendait-il en fouillant? Dans ses vieux péchés, dans tout le village, les rideaux de dentelle tremblaient. Les téléphones sonnaient et les théières étaient préparées sur les tables de cuisine dressées à la hâte. Aucun détail n'était trop petit pour être répété. Aucune rumeur, trop farfelue à considérer. Le révérend Denning, paraissant considérablement plus pâle que d'habitude, restait dans son bureau, évitant à la fois la presse et les paroissiens. Sa femme, Margaret, s'était couchée avec ce qu'elle décrivait comme un terrible mal de tête, et leur gouvernante, une femme formidable nommée Edna, devait les protéger des visiteurs,
avec la force d'un garde du château repoussant les envahisseurs. Et pourtant, malgré le bourdonnement frénétique du village, il restait une maison qui restait sereine. Miss Marple, de nouveau assise dans son salon, son tricot étalé sur ses genoux, recevait un flot constant d'invités, même si aucun d'entre eux ne se rendit compte qu'ils étaient tranquillement évalués pendant qu'ils parlaient. La veuve Madame Witherby est passée sous prétexte de rendre un roman emprunté, mais elle s'est attardée pendant une demi-heure, bavardant librement dans la conviction réconfortante que Miss Marple n'était qu'une vieille femme douce et inoffensive, avec un penchant pour les mystères de meurtre. « Il a été retrouvé avec un cantique à la main, vous savez, » dit Madame Witherby à bout de souffle. « C'était purifié par ta grâce, n'est-ce pas poignant? J'ose dire qu'il y a du symbolisme là-dedans. » Miss Marple hocha la tête avec un intérêt poli. « J'ai toujours trouvé cet hymne plutôt triste, pas le genre qu'on associe aux festivités de fête. » Madame Witherby s'éclaira. « Exactement. C'est impair, n'est-ce pas? Que ferait-il là lors d'une fête à lire des hymnes? Oh, les gens trouvent toutes sortes de coins tranquilles pour faire des choses curieuses, répondit doucement Miss Marple. Et M. Prittle aimait fouiller dans les registres paroissiaux. Oui, dit Madame Witherby, maintenant plus sérieuse, il avait définitivement raison. J'ai entendu dire qu'il avait trouvé une vieille lettre de Pottle lui-même. C'est ce qu'on dit. Qui a dit, chérie? Oh, eh bien, vous savez ce que c'est, dit vaguement Madame Witherby en se levant, avec un bruissement de jupe. On entend des choses. Une fois partie, Miss Marple resta assise tranquillement pendant un long moment. Son tricot était immobile. Le nom du révérend Pottle était réapparu, et avec lui le lourd voile d'une histoire que le village avait préféré oublier. À l'époque, le scandale avait divisé Chipping Denby en deux. Le révérend Pottle avait été une figure populaire, éloquent en chair, charmant lors des gardes en partie, passionné de chéri et de théâtre religieux. Sa chute, divergences financières, chuchotements privés, fonds manquants pour les orphelins, avait été rapide et silencieuse. Pas de procès, pas de dénonciation publique. Un jour il était là. Le lendemain il partait, laissant derrière lui un presbytère rempli de silence et de questions sans réponse. Miss Marple, qui ne vivait pas à plein temps à Chipping Denby à l'époque, avait suivi l'affaire avec curiosité depuis St. Mary Mead. Aujourd'hui, des années plus tard, elle se retrouve à y revenir, à travers le prisme étrange de la mort subite d'un avocat. Tard dans l'après-midi, l'inspecteur Craythorne est retourné au village. Il s'est arrêté au cottage de Miss Marple à l'improviste, la surprenant en train de servir du thé pour elle et Florence. « J'espère que je ne suis pas gênant, » dit-il en retirant son chapeau. « Pas du tout, inspecteur, » répondit-elle chaleureusement. « Asseyez-vous, je pensais juste à feu Monsieur Prittle. Tout le monde dans le comté aussi, » marmonna Craythorne. Le pathologiste a confirmé un traumatisme contondant, à l'arrière de la tête. Angle suggère qu'il n'est pas tombé, il a été frappé. Un meurtre donc. On ne peut le nier maintenant. Il accepta une tasse de thé en y ajoutant distraitement « 2 sucres, je suppose », dit pensivement Miss Marple. « Vous allez chercher à savoir qui aurait pu bénéficier des découvertes de M. Prittle. » Craythorne lui lança un regard en coin. « C'est ça qui est curieux. Nous avons fouillé son cartable. Il avait, j'ai trouvé, quelque chose, une lettre comme le disent en les ragots, datée du 14 juin 1938, signée par le révérend Pottle. « Qu'est-ce que ça dit ?» L'inspecteur fronça les sourcils. Quelque chose à propos d'une confession. Énigmatique cependant. Pottle a affirmé qu'il était prêt à blanchir son nom, mais craignait des représailles. Il a laissé des instructions pour placer une enveloppe scellée dans le coffre-fort de l'église, pour qu'elle ne soit ouverte qu'à sa mort. Et a-t-il déjà été placé là? Craythorne secoua la tête. Une telle enveloppe n'existe pas, ou si c'était le cas, elle a disparu maintenant. Miss Marple remuait lentement son thé. Fascinant, n'est-ce pas, à quel point les secrets persistent plus longtemps que les gens. Craythorne lui jeta de nouveau un coup d'œil, puis se pencha légèrement en avant. Miss Marple.
Vous avez vu suffisamment de drames de village pour en connaître l'aspect. Que pensez-vous de tout ce désordre? Elle le regarda gentiment. Mon sentiment, inspecteur, est qu'il ne s'agit pas d'argent, ni même d'église. Il s'agit de quelque chose de plus ancien, quelque chose de personnel. Monsieur Prittle a trouvé plus que des papiers. Il a trouvé une blessure qui suppurait encore après toutes ces années, et quelqu'un parmi nous, était désespéré de l'empêcher de se rouvrir. Craythorne se leva lentement. Vous n'avez pas tort. J'ai surveillé plusieurs. Personne. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui l'a tué connaissait cette sacristie. La sacristie la connaissait bien. Ce n'est pas un endroit où un étranger viendrait fouiller sans but. Miss Marple sourit faiblement. Alors peut-être devriez-vous vous demander qui se sent le plus à l'aise dans cet endroit, même des années après l'avoir quitté. Après le départ de l'inspecteur, Miss Marple resta assise tard dans la soirée, tricotant près du feu alors que le crépuscule s'approchait du village. À l'extérieur, le monde s'assombrit, mais dans son esprit, de petites connexions prirent vie, un vicaire en disgrâce, un avocat obsédé par les vérités perdues, une confession scellée qui n'a jamais vu le jour, et un tueur toujours parmi eux. Elle se leva, posa son tricot et ouvrit son bureau. De l'intérieur, elle sortit un petit bloc-notes et commença à lister les noms, tranquillement, méthodiquement, tandis que les premiers fils de la toile enchevêtrée prenaient forme. Dans les jours qui suivirent la mort de M. Prittle, une sorte de civilité tendue s'installa chez Chipping Denby, un voile de politesse tendu sur la tension croissante. Le village semblait extérieurement inchangé, mais les courants sous-jacents avaient changé. Les visages autrefois familiers arboraient désormais des expressions prudentes. Les conversations s'arrêtèrent au fur et à mesure que les gens passaient. Les portes qui étaient autrefois ouvertes aux visiteurs de l'après-midi restaient désormais verrouillées, et les volets étaient tirés plus tôt que d'habitude. Miss Marple, comme à son habitude, ne semblait pas enquêter. Elle a préparé une génoise. Elle a assisté à Evensong. Elle se promenait tranquillement dans le cimetière, remarquant la beauté des cyclamens poussant près du Lychgate. Mais sous cette surface placide, elle absorbait tout. Les manières, les regards, les remarques parasites. Pour l'observateur occasionnel, elle ne faisait que s'occuper. Mais en vérité, Miss Marple écoutait, toujours à l'écoute. C'est au cours d'une de ses promenades d'après-midi qu'elle rencontra le révérend Denning, qui ratissait les feuilles mortes dans le petit cimetière derrière l'église. Ses manches étaient retroussées, son expression tendue par l'effort ou peut-être par le malaise. « Bon après-midi, révérend », appela doucement Miss Marple. Il se redressa rapidement, passant ses mains sur son pantalon. « Mademoiselle Marple, comme c'est gentil de votre part de vous arrêter. Je trouve toujours apaisant de marcher parmi les pierres tombales, a-t-elle déclaré. Il rappelle le passage du temps, des histoires non résolues. » Denning hocha la tête, même s'il semblait plus préoccupé que réfléchi. « Je dois dire, » continua doucement Miss Marple, « j'ai été terriblement désolé d'entendre parler de M. Prittle. Une chose tellement choquante se produit, et le jour de la fête, rien de moins. » L'expression du révérend s'assombrit. « Oui, terrible affaire. Je ne peux m'empêcher de me sentir un peu responsable. Il était mon invité, après tout. » « Pourtant, je comprends qu'il est venu de son propre chef, » répondit doucement Miss Marple, avec quelque chose de particulier en tête. Denning hésita. « Oui, il a mentionné brièvement qu'il avait découvert une lettre quelconque, liée au révérend Pottle. » Les yeux de Miss Marple se posèrent sur lui avec gentillesse. « Cela, ça a dû être difficile pour toi d'entrer dans un endroit avec une telle ombre. » C'était le cas, admit Denning. La congrégation était certes accueillante, mais il y a un malaise qui persiste, comme si le presbytère lui-même n'avait pas encore complètement expiré depuis son départ. Il a été difficile de s'en défaire. Et pourtant, a déclaré Miss Marple, j'ai toujours trouvé que de tels endroits ne s'accrochent pas au scandale sans raison. Le pardon, comme le lierre, a tendance à croître avec le temps, à moins que quelque chose ne reste en dessous.
Denning détourna le regard. J'ai essayé d'apporter un sentiment de renouveau. Margaret et moi, tous les deux. Nous avons travaillé dur pour rétablir la confiance. Miss Marple eut un léger sourire. Vous semblez être un berger très attentionné. J'espère que ce malheureux événement ne fera pas fuir les gens. J'espère. Que non, dit-il doucement. Puis, après une pause, il ajouta « Même si certains semblent impatients de croire qu'il y a encore du mal dans les murs. » Miss Marple n'insista pas plus loin, mais elle prit soigneusement note de son choix de mots. Plus tard dans la soirée, Miss Marple reçut un visiteur, l'inspecteur Craythorne. Il était venu sous prétexte de rendre un annuaire du village emprunté, mais il était clair qu'il voulait parler. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il en s'installant dans le fauteuil à oreilles en face du feu. « Je ne resterai pas longtemps. Je voulais juste voir si vous trouveriez quelque chose d'intéressant, ou devrais-je dire, n'importe qui. » Miss Marple lui servit une tasse de thé. « Les choses intéressantes ont tendance à se révéler lentement dans un village, inspecteur, surtout quand tout le monde s'efforce de ne pas se faire remarquer. » Il accepta le thé et le sirota en soupirant. « J'ai interviewé une douzaine de personnes. La plupart d'entre elles sont plus intéressées à me parler du révérend Pottle que de Lionel Prittle. »« C'est parce qu'ils ressentent une connexion, » répondit Miss Marple, « et parce que le temps n'a pas atténué leur curiosité. Seulement, leur volonté de parler franchement. » Craythorne se pencha en avant. « Que faire, toi? Pensez-vous qu'il s'est passé dans cette sacristie? Je pense que M. Prittle a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver, » a déclaré Miss Marple. « Quelque chose laissé dans ce vieux placard, peut-être pas, délibérément mais par inadvertance, et je crois que quelqu'un craignait qu'il ne voie le jour. » Craythorne se frotta le menton. « Cette lettre, tu penses qu'elle était réelle? »« Oui, et je soupçonne que ce n'est pas la seule chose qu'il a trouvée. » Craythorne hocha lentement la tête. « Eh bien, j'ai eu des nouvelles du greffier de Prittle. Il semble que le vieux notaire préparait un dossier privé sur la chute du révérend Pottle. Des pages de notes. Il avait interrogé plusieurs villageois. Aucun d'entre eux n'en a parlé pour l'instant. »« Et cela, dit Miss Marple, vous en dit long, n'est-ce pas? »« En effet, marmonna-t-il. Trop de silence, et trop de gens qui ont quelque chose à protéger. » Il s'est levé. « Gardez vos oreilles ouvertes, Miss Marple. Vous avez une façon d'entendre ce que les autres manquent. » Après son départ, Miss Marple retourna à son bloc-notes. Elle a ajouté quelques noms supplémentaires sous la colonne intitulée « Interviewé par Prittle ». Elle a tracé une ligne sous 3. Madame Finch, Major Talbot et Sylvia Grue. Elle avait entendu ces noms plus d'une fois dans les chuchotements spontanés du village. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à Madame Finch, une veuve franche qui vivait juste en face du cimetière et qui prenait un intérêt extraordinaire aux rideaux des autres. Madame Finch, qui n'était pas du genre à refuser la compagnie, servit du thé avec un gâteau aux noix et s'installa pour ce qu'elle s'attendait clairement à être une conversation banale. Mais Miss Marple, avec sa douceur trompeuse, dirigeait la conversation comme un maître marin navigue dans une crique brumeuse. « Ah oui, » dit Madame Finch d'un ton léger. « Monsieur Prittle est venu me voir le mois dernier. Je voulais en savoir plus sur la vieille vente de charité de 1938. Imaginez, celle où les chandeliers de Madame Larche ont disparu. Je lui ai dit que ce n'était pas vraiment le cas. Pertinent, mais il semblait penser autrement. Était-il en train de consulter les livres paroissiaux ?» a demandé Miss Marple. Madame Finch hésita. « Oui, il a parlé de divergence. Tout cela est très ennuyeux, vraiment. Mais il a été très insistant sur l'année du départ du vicaire. La même année que la disparition de l'argent du fonds, des fleurs, dit doucement Miss Marple. Madame Finch cligna des yeux. J'avais oublié ça. Mais personne ne l'avait fait, répondit doucement Miss Marple. Madame Finch avait l'air mal à l'aise. Ah, eh bien, je n'aime pas dire du mal des morts. Mais le vieux vicaire, eh bien, disons simplement que tout le monde n'a pas été désolé de le voir partir. Et étiez-vous l'un d'entre eux? Demanda Miss Marple, sa voix douce comme du thé au citron. Madame Finch pinça les lèvres.
Je suppose que je n'ai pas approuvé la compagnie qu'il tenait. Oh, il y avait des rumeurs, murmura-t-elle, à propos de Miss Sylvia Crane, toujours à traîner dans le presbytère, jouant du piano le soir. Les gens disaient qu'elle était portion lui avec les finances de l'église. J'ose dire qu'elle s'en est servie plus qu'elle n'aurait dû. Miss Marple hocha lentement la tête. Miss Crane était très jeune à l'époque, n'est-ce pas? À peine 20 ans. Vivant alors avec sa tante, fille idiote, récitant toujours de la poésie et rêvant de devenir écrivain. Mais la façon dont elle regardait le révérend Pottle, oh, c'était honteux. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple retourna lentement dans la verdure du village, ses mains gantées, repliées sur son sac à main. L'air sentait l'automne et les nuages étaient bas, projetant de longues ombres sur les murs de l'église. Sylvia Grue, un nom du passé, lié à un scandale, protégé peut-être par l'amour ou par la peur. Prittle avait posé des questions, et quelqu'un lui avait répondu par le silence ou par un coup. Miss Marple leva les yeux vers le clocher et se demanda, non pas qui avait tué Lionel Prittle, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait réveillé de vieux secrets? Qu'est-ce qui avait changé? Elle avait le sentiment que la réponse viendrait assez tôt, peut-être dans les mots de quelqu'un, n'a pas dire. À la fin de la semaine, l'inspecteur Craythorne avait concentré son attention sur 3 personnes, Sylvia Crane, le major Horace Talbot et Madame Gertrude Larche. Chacun, à son avis, avait suffisamment de motifs ou de proximité pour justifier un examen minutieux, et bien que le village ait commencé à reprendre sa lente routine, une nuance de suspicion bourdonnait juste sous la surface. Les gens se regardaient de plus près. Les sourires étaient légèrement plus serrés. Les portes s'ouvrirent avec plus de prudence. C'est Sylvia Crane qui est devenue l'objet des chuchotements les plus vifs. Elle avait vieilli avec grâce, même s'il y avait dans ses yeux une douceur mélancolique que Miss Marple trouvait plutôt révélatrice. Sylvia vivait désormais seule, dans un cottage hérité de sa défunte tante. Elle enseignait le piano aux enfants du village les jeudis et samedis et entretenait un petit jardin soigneusement entretenu. Elle était polie mais distante, agréable dans la conversation, même si elle n'était jamais vraiment engagée. Miss Marple l'a observée depuis les coulisses pendant Evensong ce dimanche-là. Sylvia chantait chaque couplet avec une révérence, silencieuse, les yeux baissés. Ensuite, elle s'est attardée à l'extérieur de l'église, discutant brièvement avec le révérend Denning avant de repartir seule à travers le green. C'est Florence qui en a parlé en premier au petit-déjeuner, le lendemain matin. Bizarre, n'est-ce pas, madame? Miss Crane a repris ses promenades du soir, même devant le presbytère. Miss Marple leva les yeux de sa marmelade. Oh, elle parcourait souvent ce chemin, n'est-ce pas? Il y a des années, Florence versa le thé. Elle l'a fait. À l'époque où le révérend Pottle était encore là, c'est drôle comme les choses se répètent. Miss Marple ne dit rien mais prit note de faire sa propre promenade ce soir-là. L'inspecteur, quant à lui, avait fait davantage de progrès, du moins dans le sens tangible du terme. Il avait de nouveau parlé avec le major Talbot, un militaire à la retraite qui vivait dans un vaste manoir couvert de lierre, juste à l'extérieur du village. Le major avait été marguillier d'église et avait travaillé en étroite collaboration avec le révérend Pottle. Homme structuré et habitué, Talbot tenait des registres méticuleux, dont certains étaient parvenus en possession de M. Prittle. J'ai ne l'aimait pas, avait dit sans détour le major à Craythorne. Prittle avait un flair pour le scandale. Il creusait toujours, il retournait toujours des pierres qu'il valait mieux laisser en paix. « Pourquoi pensez-vous qu'il regardait ton enregistrement ?» avait demandé l'inspecteur. Talbot fronça les sourcils. « C'est parce que je tenais des livres de comptes, voilà pourquoi. Pottle était négligent, idéaliste certes, mais désespéré avec les chiffres. J'ai gardé une trace de chaque shilling. Si Prittle voulait une preuve de détournement, il ne la trouverait pas dans mon compte. Vous étiez donc protecteur envers le vicaire? Loyal, oui, mais je ne suis pas idiot. J'ai vu ce qui allait arriver avant les autres.
quand l'argent a commencé à disparaître et que cette fille voltigeait toujours. J'ai su que c'était un problème. Cette fille est Miss Crane? Talbot renifla. J'ai dit ce que j'ai dit. Craythorne avait trouvé cet homme exaspérant, trop rigide pour être lu, mais trop énergique pour être ignoré. Pourtant, ses motivations n'étaient pas claires. Le major n'avait pas grand-chose à perdre des découvertes de Prittle. À moins que, pensa Miss Marple, ce ne soit pas une question financière mais morale, dommage qu'il craignait. La réputation d'un vieil ami peut-être, ou la peur d'être complice de la disgrâce d'un autre homme. Et puis, il y avait Gertrude. Larche, autrefois une présence ardente au sein du comité de l'Église, Madame Larche passait désormais la plupart de ses journées confortablement installée dans sa véranda, entourée de bégonias et d'un flux quasi constant de visiteurs. Elle avait toujours insisté sur son innocence dans l'affaire des chandeliers disparus lors de la tristement célèbre braderie de 1938, une affaire qui, curieusement, n'avait jamais été pleinement expliquée. Miss Marple décida de lui rendre visite sous le couvert agréable d'une admiration florale. « Ma chère Miss Marple », s'est exclamée Madame Larche en s'éventant avec un mouchoir en lin, « entrez, vous êtes arrivée juste au moment où les bégonias roses atteignent leur apogée. »« Ils sont exquis », répondit chaleureusement Miss Marple, acceptant un siège près de la fenêtre la plus ensoleillée. « Assez résistants, les bégonias, » a poursuivi Madame Larche. « Ils prospèrent dans les conditions les plus imprévisibles. Comme certaines personnes. » L'expression de Miss Marple restait sereine. La résilience est une vertu, surtout dans un village où la mémoire est longue. Madame Larche fit une pause, son ventilateur ralentissant. « Vous faites référence à la fête, je suppose ?» La fête, la sacristie, les chandeliers, la lettre, tant de fils dans une même tapisserie. L'expression de la femme plus âgée se durcit légèrement. « Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Les chandeliers étaient tout simplement égarés, même si, naturellement, le blâme est tombé là où il tombe toujours. Vous voulez dire sur le vicaire? Non, je veux dire sur les femmes. Des femmes comme Sylvia Crane, si promptes à charmer, si facilement pardonnées. » Elle leva sa tasse de thé avec des mains tremblantes. « Mais j'ai toujours dit, le pardon est dangereux quand il n'est pas mérité. » Miss Marple hocha lentement la tête. « C'est une vision réfléchie, et vous avez dû voir beaucoup de choses, étant si étroitement impliquée dans les affaires de l'Église. » Madame Larche posa sa tasse. « J'en ai vu beaucoup, et je n'ai rien dit, non pas parce que j'avais peur, mais parce que certaines vérités font plus de mal que de bien. » Mais M. Prittle pensait le contraire. « Oui, dit-elle doucement, et regarde ce que ça lui a apporté. » Miss Marple prit congé peu de temps après, remerciant Madame Larche pour le thé et la vue. Dehors, elle s'arrêta sous les vignes de glycine, ses pensées tournant comme des engrenages. Il ne s'agissait pas seulement de la vérité que Prittle avait découverte, il s'agissait également de la façon dont les gens réagissaient à la nouvelle. Menace de vérité, l'attitude défensive de Madame Larche, le silence rigide du major, les regards tristes de Sylvia vers le passé, ils protégeaient tous quelque chose, mais pas nécessairement eux-mêmes. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Chipping Denby, Miss Marple partit se promener. Son chemin la conduisit devant les portes du presbytère, où le lierre s'accrochait à la clôture et où le jardin portait encore les signes de la fête. Herbe écrasée, un ruban, en lambeaux, un ballon à moitié dégonflé dérivant au gré du vent. De derrière la haie, elle repéra un mouvement. Sylvia Crane, marchant seule. Ses bras étaient croisés, son regard fixé sur le clocher de l'église. Elle s'arrêta près de la porte de la sacristie, le même endroit où Prittle était mort. Miss Marple ne s'est pas approchée. Elle a regardé. Sylvia s'appuya contre le mur de pierre et au bout d'un moment se mit à pleurer en silence, les épaules tremblantes. Puis elle sortit quelque chose de son manteau, un bout de papier plié. Elle le regarda longuement avant de le remettre dans sa poche. Miss Marple, invisible, se détourna et revint sur ses pas dans l'obscurité grandissante. Le lendemain matin, une légère brume s'est levée sur les haies.
et le bruit des corbeaux lointains, encerclant le clocher de l'église. Miss Marple était assise près de la cheminée avec son plateau de petit déjeuner habituel. Un œuf à la coque, une tranche de pain grillé avec de la confiture de groseille et du Darjeeling fort. Elle mangeait sans se presser, écoutant le tic-tac de la pendule et réfléchissant à ce qu'elle avait vu la veille au soir. Le moment où Sylvia Crane était seule devant la porte de la sacristie restait gravé dans ses pensées, non pas le chagrin, qui avait été honnête et vulnérable, mais le bout de papier. Qu'est-ce que c'était? Une lettre? Une page des notes de Prittle? Un vestige du passé qu'elle ne pouvait se résoudre à détruire? Miss Marple pensait qu'il était peut-être temps de faire elle-même un petit époussetage. Elle enfila ses gants, son manteau de marche et une expression de distraction agréable, et se dirigea vers l'église. En chemin, elle croisa Florence, qui récupérait quelques articles chez l'épicier. « J'ai laissé la fenêtre d'entrée ouverte pour le chat », a appelé Florence, « et ton colis de la librairie est arrivé ce matin. »« Merci, chérie », répondit Miss Marple avec un sourire. « N'oubliez pas le pain brun, je crois que nous sommes presque épuisés. » Sur ce, elle se tourna et continua dans l'allée, apparemment préoccupée par ses courses. Mais au lieu de se diriger vers les magasins, elle se dirigea vers le petit chemin secondaire derrière le cimetière, celui qui menait discrètement à la porte de la sacristie. L'église était ouverte, comme c'était souvent le cas le matin, pour ceux qui souhaitaient prier ou s'occuper des fleurs. Le révérend Denning n'était pas en vue, ni sa femme, et le gardien était introuvable. Miss Marple entra dans la sacristie, ses pas étouffés sur la pierre. L'espace avait été rangé depuis la fête. Le coffre en chêne avait été dépoussiéré, les vieux cantiques soigneusement réempilés, et une légère odeur d'encaustique persistait dans l'air frais. Mais Miss Marple, qui était présente le jour de la fête, se souvint de quelque chose qui n'existait plus. Dans le coin le plus éloigné, près du pied sculpté de la fenêtre, un modeste tas de vieilles caisses avait été déplacé. Peut-être que la police les avait examinées, ou peut-être pas suffisamment. Elle s'agenouilla avec précaution, écartant une toile d'araignée du bout de son mouchoir. La boîte la plus basse était en bois, longue et étroite, avec un couvercle fissuré qui se soulevait avec raideur. À l'intérieur se trouvaient des bouts de papier jaunis, une bougie à moitié fondue et une croix en argent ternie. Miss Marple examina d'abord les papiers. La plupart étaient inutiles, horaires de service, avis effacés des décennies passées. Mais ensuite elle l'a trouvé, une petite enveloppe déchirée sans adresse, juste un nom griffonné sur le devant. Pour Sylvie. Elle s'est figée, l'enveloppe était vide, mais la signification était indéniable. Il n'a pas été classé, rejeté ou publié. Il avait été caché dans une boîte destinée aux ordures, peut-être délibérément. Elle fouilla plus profondément dans la boîte et découvrit quelque chose de bien plus curieux. Un programme d'église daté 19 juin 1938, le dimanche après le dernier service du révérend Pottle. À première vue, cela paraissait banal. Mais alors que Miss Marple passait ses doigts sur le dos, elle sentit une différence de texture, une légère crête sous le papier. Avec précaution, elle décolla la couche extérieure et révéla un bout de papier soigneusement collé dans le pli. L'encre était passée mais lisible. Je ne peux plus me taire. S'il m'arrive quelque chose, ce billet devra être remis immédiatement à l'évêque. R.P. Aucune signature au-delà des initiales, aucun détail, aucune accusation directe. Mais cela suffit, pensa Miss Marple, pour avoir de l'importance, et suffisamment pour menacer quelqu'un qui voulait que le passé soit enterré. Elle replaça soigneusement le feuillet entre les pages et rangea le programme dans la poche de son manteau. Puis elle se leva, essuya ses gants et rendit la boîte exactement telle qu'elle l'avait trouvée. Dehors, le soleil avait percé la brume, projetant une lumière dorée sur le cimetière. Miss Marple retourna vers le chemin, son expression sereine, mais ses pensées s'emballant. Le fait que le révérend Pottle ait préparé un tel message, les mêmes cachés, suggérait qu'il avait craint pour sa vie. Et cette peur n'était pas sans fondement. Quelle que soit la vérité qu'il avait découverte, elle l'avait terrifié. Et maintenant,
Des années plus tard, Lionel Prittle était tombé sur les restes de ce même secret. Elle s'arrêta près de la porte du presbytère tandis que le facteur passait, levant sa casquette. « Bonjour, Miss Marple. Belle journée maintenant, le brouillard s'est dissipé. »« En effet, » répondit-elle. « Une journée pour découvrir des choses, je dirais. » Plus tard dans l'après-midi, elle reçut un visiteur inattendu, Sylvia Grue. La jeune femme arriva un peu après 3 heures, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle lui tendait un pot de confiture de prunes. « Je pensais que tu pourrais aimer ça, de mon arbre. » Miss Marple l'accepta avec un sourire chaleureux. « Comme c'est gentil de votre part. Entrez, ma chérie. Il y a du thé qui vient d'infuser et des biscuits au citron. » Sylvia hésita puis la suivit à l'intérieur. Le salon était chaleureux et accueillant, le feu crépitait doucement. Florence venait de sortir et ils étaient seuls. Miss Marple versa le thé avec sa précision habituelle, puis offrit la boîte de biscuits. « Vous avez beaucoup marché ces derniers temps, » dit-elle doucement. « Le chemin du presbytère est également l'un de mes préférés. » Sylvie rougit. « Oui, je suppose que oui. Cela doit rappeler des souvenirs. » Une pause. « C'est vrai, » dit doucement Sylvia. « Trop. » Miss Marple n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle but une petite gorgée et posa délicatement sa tasse. « J'imagine que vous connaissiez très bien le révérend Pottle, bien plus que la plupart ne le pensaient. » Les yeux de Sylvia clignotèrent. « Il était gentil avec moi. J'étais jeune, solitaire. Ma tante était très stricte et il m'a encouragé à poursuivre ma poésie. Je n'ai jamais voulu que les gens parlent. Et M. Prittle le savait-il » demanda doucement Miss Marple. « Qu'il y avait eu plus que de l'amitié ?» Sylvia n'a pas répondu. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je pense, » poursuivit doucement Miss Marple, « qu'il a découvert plus que ce à quoi il s'attendait. Peut-être même le contenu d'une lettre qui vous était destinée, une qui ne vous est jamais parvenue, une que vous n'avez peut-être trouvée que récemment. » Sylvia pinça les lèvres. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit Miss Marple. « Mais quelqu'un a cru que vous pourriez en dire trop, ou que ce que Prittle a découvert vous ramènerait. » Sylvia hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il allait aller voir l'évêque. Il pensait que cela pourrait quand même effacer le nom du révérend Pottle. Mais il y avait d'autres personnes impliquées. Des gens qui ne voulaient pas que la vérité soit dite. Miss Marple tendit la main et lui tapota doucement la main. « Vous avez porté ce fardeau assez longtemps, ma chère, mais nous devons avancer, avec prudence. Le passé n'est pas moins dangereux pour être vieux. Dehors, le village restait d'un calme trompeur, les ruelles tranquilles sous les feuilles flottantes. Mais Miss Marple avait désormais ce dont elle avait besoin. Un message caché, une femme effrayée et la certitude croissante que Lionel Prittle avait été réduit au silence, non pas par cupidité, mais par peur. C'est le lendemain que l'illusion de tranquillité à Chipping Denby commença sérieusement à faiblir, comme si un seuil tacite avait été franchi. Un sentiment de jugement tranquille s'est installé sur le village, moins comme une tempête que comme une confession longtemps cachée remontant à la surface. Et Miss Marple, comme toujours, se déplaçait déjà doucement à travers les courants sous-jacents. La clé, pensait-elle, ne résidait plus dans les nouvelles découvertes, mais dans les relations anciennes. Il y avait eu un schéma de loyauté et de trahison autour du révérend Pottle qui n'avait jamais été correctement résolu, et le meurtre de Lionel Prittle l'avait forcé à se révéler au grand jour. Elle a commencé sa matinée par une brève visite au cimetière, sous prétexte de déposer des fleurs au mémorial de sa cousine Alice, décédée depuis longtemps. Cela lui offrait également une vue pratique sur le presbytère, et elle remarqua avec intérêt que le révérend Denning marchait le long de l'allée du jardin en conversation avec nul autre que le major Talbot. Leur voix, bien que basse, portait juste assez dans l'air calme du matin pour que des fragments lui parviennent. « Tu as dit que tu les avais brûlés, Talbot, tu promis. »« Je n'ai rien dit de tel. Je cachais eux. »
Il y a une différence. S'ils sortent maintenant, ils ne le feront pas. Pas à moins que quelqu'un ne force le problème. Preetle est mort et il n'y a aucune preuve. Miss Marple cligna lentement des yeux, captant le bruissement de malaise entre les mots. Ainsi, le major Talbot avait non seulement eu connaissance de certains documents, mais il les avait cachés. Et le révérend Denning, malgré son nouveau venu au village, était plus profondément impliqué qu'il ne le laissait entendre. Elle s'éloigna doucement, ses pas silencieux sur l'herbe humide. Le même après-midi, l'inspecteur Craythorne rendit une autre visite, cette fois au salon de Miss Marple. Il est venu à l'improviste, ce qui ne lui ressemblait pas, et avait l'air d'un homme avec trop de pièces dans les mains et sans image pour les assembler. « J'ai besoin de parler clairement », dit-il en mettant son carnet de côté. « Je reviens. » Un deuxième entretien avec le major Talbot. C'est un mur, celui-là, mais un mur avec des fissures. « Oh !» Miss Marple lui servit du thé, comme c'était leur habitude désormais. Il a admis, sous la pression, qu'il y avait des lettres, correspondance entre lui et le révérend Pottle. Il prétend qu'elles étaient personnelles, mais je pense qu'elles sont la clé de tout ce désordre. Preetle a dû en avoir vent. A-t-il mentionné où il pourrait être? Craythorne eut un rire sec. Pas un mot, mais je suis convaincu qu'ils sont cachés quelque part dans sa grande maison. Miss Marple remua son thé. Vous savez, inspecteur, les gens gardent rarement des secrets par méchanceté. La plupart du temps, c'est par peur. Peur de la honte, ou du changement, ou de lâcher prise sur leur place dans le monde. Il la regarda attentivement. Vous pensez que Talbot cache bien plus que des lettres? Je pense que les lettres peuvent être la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui lie Sylvia Crane, la disgrâce du vicaire, et peut-être même le révérend Denning. Craythorne se frotta la mâchoire. Denning se comporte bizarrement, je vous l'accorde, nerveux, comme s'il répétait tout ce qu'il dit, parce qu'il est pris entre deux vérités, a déclaré Miss Marple. Celui en qui il croit et celui qu'il craint. C'est peu de temps après le départ de l'inspecteur que Miss Marple fit son prochain geste délibéré. Elle a demandé à Florence d'écrire une note de sa main. Juste quelques lignes, ma chère, pour dissimuler le scénario. Et l'a envoyé en main propre à Sylvia Crane. Le message était simple. S'il vous plaît, venez au crépuscule. Il y a quelque chose que je pense que vous devriez entendre. Et Sylvia est venue, comme Miss Marple le savait. La lumière était faible et dorée lorsque les deux femmes se rassirent dans le petit salon, le feu crépitant doucement. « Je veux vous demander quelque chose, » dit gentiment Miss Marple. « Et je vous fais confiance pour me répondre honnêtement. Le révérend Pottle vous a-t-il déjà avoué quelque chose directement ?» Sylvia hésita, tordant le ruban de son gant. « Pas en tant de mots, mais je savais quelque chose n'allait pas. Il a commencé à verrouiller son bureau. Il est devenu anxieux, non pas d'être découvert, mais de quelqu'un étant blessé. Je pensais que c'était de la paranoïa. A-t-il déjà mentionné des noms? Un, murmura-t-elle. Major Talbot. Miss Marple hocha la tête. Vous voyez, chérie, Talbot détenait tous les registres. Il a tout signé. Mais lorsque le scandale a éclaté, seul Pottle a assumé la responsabilité. Sylvia avait l'air frappée. Mais pourquoi Talbot le trahirait-il? Parce que Talbot croyait protéger l'Église, et peut-être lui-même. Il y a peut-être eu des divergences qui ont eu un mauvais effet sur eux deux. Mais Talbot avait de l'influence. Pottle n'avait que de la culpabilité. Et Preetle a trouvé la preuve. La voix de Sylvia tremblait. Je crois qu'il a trouvé assez, peut-être pas une image complète, mais suffisamment pour effrayer Talbot. Peut-être même Denning, qui pourrait craindre la réputation du poste qu'il occupe actuellement. Miss Marple fouilla dans son sac à tricoter et en sortit le vieux programme de l'église, celui qu'elle avait trouvé dans la boîte de la sacristie. Elle le passa sur la table. C'est la clé, je crois. Pottle a essayé de laisser une trace. Il espérait que quelqu'un la suivrait. Sylvia le tenait avec révérence, les yeux brillants de larmes. Mais si Talbot craignait d'être découvert, dit-elle doucement,
Il pourrait encore tuer. Miss Marple lui fit un doux sourire. C'est pourquoi il est temps que la vérité soit connue. Je pense qu'il est temps de parler au révérend. Ce soir-là, alors que le village s'installait à l'heure du souper, Miss Marple et Sylvia se dirigèrent ensemble vers le presbytère. Margaret Denning a ouvert la porte, les yeux écarquillés à leur vue. « Nous devons parler à votre mari, » dit doucement Miss Marple, « en privé. » Le révérend Denning, pâle et tiré, les reçut dans son bureau. C'était une pièce modeste, des étagères, une lampe à huile et un fauteuil en cuir usé, mais elle portait la légère ombre de quelqu'un essayant de vivre dans les murs d'un autre homme. « Je sais pourquoi tu es venu, » dit-il avant qu'il ne s'asseye. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Miss Marple inclina la tête. « Nous avons découvert que la vérité avait du mal à respirer sous de nombreux mensonges. » Denning soupira. « J'ai hérité de plus qu'une chair quand je suis arrivé ici. Il y avait des rumeurs, des chuchotements, mais je pensais qu'il s'agissait simplement de vestiges d'un drame de village, jusqu'à ce que M. Prittle vienne me voir. « Et tu craignais ce qu'il allait découvrir ?» demanda Sylvia, la voix douce. « Non, » a déclaré Denning, et c'est tout à son honneur. Sa voix n'a pas faibli. « Je craignais quoi autre ferait pour l'arrêter. J'ai confronté Talbot il y a 2 semaines. Il était furieux. Il a dit que le passé était enterré et devait rester enterré. » Miss Marple le surveillait attentivement. « L'avez-vous vu le jour de la fête ?» Denning hésita. En bref, il a dit qu'il avait rendu quelque chose à la sacristie. Une boîte, a-t-il affirmé. Mais ensuite, quand je suis allé chercher Prittle, il était déjà parti. Sylvia murmura. « Vous pensez que Talbot l'a suivi là-bas ?»« Je ne sais pas, » a déclaré Denning. « Mais je crois qu'il en est capable. » Miss Marple se pencha en avant, les yeux calmes mais perçants. « Alors je crois qu'il est temps, révérend, que vous disiez tout à l'inspecteur Craythorne. Pas seulement pour que justice soit rendue à M. Prittle, mais pour blanchir la réputation d'un homme dont le silence lui a tout coûté. » Le révérend. Denning hocha lentement la tête. « Vous avez ma parole. » Alors qu'ils quittèrent le presbytère, les étoiles commençaient tout juste à percer le ciel qui s'assombrissait. Sylvia s'arrêta devant le portail, se tournant vers Miss Marple avec un sourire tremblant. « Vous n'êtes pas ce que les gens pensent, » dit-elle. « Vous voyez tellement de choses, et pourtant vous dites si peu. » Miss Marple sourit faiblement. « L'observation, c'est comme le jardinage, ma chère. Il faut s'occuper tranquillement avant que les fleurs ne s'épanouissent. » Et tandis qu'ils avançèrent dans la nuit, les secrets enchevêtrés de Chipping Denby commencèrent enfin à desserrer leur emprise. Même si Miss Marple avait quitté le presbytère avec le sentiment qu'un coin de la vérité avait enfin été éclairé, elle savait par expérience que dès qu'une pierre est renversée, la terre en dessous n'est jamais tout à fait comme prévu. Dès le lendemain matin, le calme de Chipping Denby fut de nouveau brisé. Mais cette fois, pas par des chuchotements ou des insinuations. Elle fut brisée par la vue de lumière bleue clignotante aux portes de Winmere House. Le major Talbot avait été retrouvé inconscient sur le sol de son bureau par son jardinier, M. Jakes, venu s'occuper des parterres de roses et avait découvert la porte d'entrée entr'ouverte. L'inspecteur fut immédiatement convoqué. La cause n'était pas immédiatement claire. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni aucune blessure visible, mais sur son bureau se trouvait un petit verre vide et une bouteille de xérès débouchée. « Je ne dis pas qu'il a été empoisonné », a déclaré Craythorne à Miss Marple peu de temps après, mais le pathologiste testera le contenu de cette bouteille. Cela pourrait être un accident, cela pourrait être un acte désespéré, ou quelque chose d'autre. Miss Marple hocha la tête pensivement. Trop pratique, n'est-ce pas, après votre récent interrogatoire et son propre aveu au révérend Denning. Craythorne tapota son stylo contre son cahier. Les lettres ont disparu, bien sûr, si jamais elles étaient là. Nous avons trouvé le tiroir où il prétend les avoir cachées, vide comme une coquille. Alors quelqu'un a anticipé ce moment, murmura-t-elle, soit pour le faire taire, soit pour faire taire ce qu'il portait encore. Craythorne leva vivement la tête. «
Vous pensez que quelqu'un d'autre était impliqué? Miss Marple se tourna vers la fenêtre, où le brouillard se pressait doucement contre la vitre. Inspecteur, je pense que nous avons trop regardé le passé. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé en 1938 qui compte. C'est ce qui se passe maintenant, ce qui a été menacé par les fouilles de M. Prittle. Quelqu'un craignait les conséquences de la vérité qui éclate. Pas seulement aux réputations, mais à ce que pourrait être la vérité changement. Craythorne croisa les bras. « Tu as quelque chose en tête. »« J'ai un soupçon, dit-elle doucement, mais les soupçons, comme vous le savez bien, doivent mûrir sur la branche. » Plus tard dans la journée, Miss Marple est retournée dans son jardin, coupant des roses tout en contemplant la chronologie enchevêtrée. Prittle était mort alors qu'il enquêtait sur le passé du vicaire en disgrâce. Il avait trouvé des documents, au moins une lettre du révérend Pottle, et avait probablement parlé à Talbot, peut-être même à Sylvia avant d'être tué. Maintenant, Talbot lui-même était frappé d'incapacité. Ce n'était pas une coïncidence. Soit il avait essayé d'anticiper un jugement, soit quelqu'un l'avait fait à sa place. Mais un autre détail commençait à la troubler. Quelque chose de petit, négligé. Elle retourna à l'intérieur et fouilla dans son bloc-notes bien rangé, où elle avait répertorié chaque personne que Prittle avait rendu visite ou à qui il avait parlé, en les recoupant avec le comité d'origine de l'église Madame Finch, Sylvia Grue, commandant Talbot, Madame Mélèze et, oui, Marguerite Denning. Il n'y avait aucune trace officielle d'elle au sein du comité, mais Miss Marple se souvient avoir vu son nom, une seule fois, sur un vieux dépliant de fête de 1938, caché dans les archives de l'allée. Sacristie. Margaret était alors une jeune femme récemment revenue du pensionnat. Miss Marple n'avait pas trouvé cela important à l'époque, mais ça a été significatif, parce que Margaret, bien qu'apparemment timide et socialement retirée, avait une mémoire extraordinaire pour les détails. Elle n'avait pas trébuché une seule fois en racontant les événements de la fête ou du tracé de la sacristie. Et pourtant, elle avait manifesté une véritable détresse lorsque le meurtre avait eu lieu. Pas le choc de quelqu'un qui n'est absolument pas impliqué, mais celui de quelqu'un trop proche de la vérité pour en être à l'abri. Et puis il y a eu sa réaction envers Sylvia. Cela avait été subtil. Un regard détourné, un soupçon de raideur, chaque fois que le nom de Sylvia était prononcé. Miss Marple l'avait déjà constaté. Un type spécifique de jalousie enfoui sous des années de répression. Les morceaux bougèrent dans son esprit. Une jeune Margaret, travaillant tranquillement aux côtés de son père, alors trésorier de l'Église. Révérend Pottle, charmant et admiré. Sylvia, charmante et naïve, attirée par la confiance du curé. Margaret avait-elle vu quelque chose il y a toutes ces années? Pire encore, avait-elle mal compris ce qu'elle avait vu? Ou avait-elle peut-être fait quelque chose pour influencer le cours des événements? Miss Marple n'a pas perdu de temps. Elle s'est rendue au presbytère le même après-midi sous prétexte d'apporter des sablés. La gouvernante l'a accueillie et quelques minutes plus tard, elle a été conduite dans le salon où Margaret était assise seule, brodant près de la fenêtre. « Miss Marple, » dit Margaret, surprise mais pas désagréable. « Comme c'est gentil. Asseyez-vous. » Miss Marple posa la boîte sur la table et croisa les mains. « Ma chérie, » commença-t-elle doucement, « je me demande si je pourrais te poser une question. Une question sur quelque chose il y a longtemps. » Margaret se raidit légèrement. « Bien sûr. Vous avez participé à la fête l'été du départ? Du révérend Pottle, n'est-ce pas? » Les doigts de Margaret s'arrêtèrent sur le cercle à broder. « Oui, je gérais l'étal de fleurs. Pourquoi? Le connaissiez-vous bien? » Une pause. « Pas spécialement. J'étais jeune. Il était très visible. Tout le monde semblait attiré par lui. » Miss Marple pencha la tête. « Et à Sylvia? » La mâchoire de Margaret se tendit. Elle était toujours là, aux répétitions, aux réunions. Mon père disait qu'elle était très enthousiaste. « Est-ce que tu l'aimais? » Une autre pause. J'étais indifférent. Les yeux de Miss Marple ne vacillèrent pas. « Margaret, je crois que tu as vu quelque chose.
Et ce quelque chose, que ce soit ce que tu as vu ou non, croyais ou quoi en fait arriver, t'a suffisamment effrayé pour le garder caché toutes ces années. Margaret laissa tomber sa broderie et se leva. « Pourquoi tu me demandes ça maintenant ?»« Parce que Lionel Prittle est venu ici, » dit doucement Miss Marple. « Et on l'a vu vous parler à la fête, 2 fois. Vous ne l'avez dit à personne. Pourquoi ?» Le souffle de Margaret se coupa. Elle s'est détournée. « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait. » Margaret resta silencieuse pendant un long moment. Puis, sans se retourner, elle dit « Il a posé des questions sur mon père, sur un grand livre. Il en avait trouvé un, a-t-il dit. Mais cela ne correspondait pas aux livres paroissiaux. Il y a eu un retrait, 35 euros, qui n'a jamais été comptabilisé. » La voix de Miss Marple était douce. « Et tu savais où ça allait ?» Je devinais. Je me souviens avoir entendu quelque chose. Une conversation entre mon père et Talbot. Mon père était troublé. Il a parlé de couverture pour le vicaire, d'avoir été induit en erreur. Et puis peu de temps après, le révérend Pottle est parti. Et on n'en a plus jamais parlé. Miss Marple s'approcha. Et Sylvie? Margaret se tourna alors, les yeux cerclés de rouge. Il tenait à elle. Tout le monde l'a vu. Je pensais que si je restais silencieux, peut-être que tout passerait. Mais ce n'est pas le cas. Mon silence lui a tout coûté. Et quand Prittle est arrivé, j'ai paniqué. Je ne l'ai pas tué, mais je recherchais pour l'arrêter. Miss Marple hocha la tête, son expression remplie d'une compréhension tranquille. Parfois, dit-elle, un secret longtemps gardé devient un poison, non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce que nous l'avons laissé s'envenimer trop longtemps. Margaret se laissa tomber sur sa chaise. « Que se passe-t-il maintenant ?» Miss Marple posa une main réconfortante sur son épaule. « Maintenant, nous veillons à ce qu'aucune vie ne soit perdue à cause du passé. » Elle quitta le presbytère, le cœur plus lourd que d'habitude. La toile de la culpabilité avait attrapé plus d'une mouche. Margaret, Talbot, Denning et même la pauvre Sylvia. Mais une question persistait. Qui avait frappé Lionel Prittle? Quelqu'un qui craignait d'être exposé, pas seulement pour le passé, mais pour ce qu'il révélerait maintenant. Miss Marple n'avait plus qu'un nom à affronter et un dernier test à mener. Au fil de ces années, Miss Marple était parvenue à comprendre une vérité particulière sur le meurtre. Non pas qu'il révélait le pire chez les gens, même si c'était souvent le cas, mais qu'il révélait ce que les gens appréciaient le plus. Le tueur, lorsqu'il était dépourvu de mobile et d'alibi, était toujours quelqu'un qui essayait désespérément de protéger une vérité, un nom ou un avenir. Et maintenant, alors qu'elle était assise dans son salon tard dans la soirée, son tricot intact sur ses genoux, elle sentait le poids de cette vérité se rapprocher de plus en plus. Elle avait observé, interrogé et écouté. Elle avait découvert la jalousie, la culpabilité et la honte enfouies sous des années de silence. Mais le meurtre n'a pas été commis uniquement par sentiment. Il fallait de l'urgence, il fallait opportunité, et par-dessus tout, il fallait un esprit capable de prendre une décision éclairée, frapper une fois et tout risquer. Elle repensa à la sacristie, le chaos, le cantique près du corps de Prittle, le décor apparemment accidentel de la fête. Quelqu'un l'avait attiré là-bas ou savait qu'il serait seul, et quelqu'un ayant accès familier avait veillé à ce que cet acte ressemble à un accident tragique, jusqu'à ce qu'un examen plus approfondi révèle le contraire. Miss Marple approcha son bloc-notes et écrivit un nom en haut, Edna, là, gouvernante du presbytère. Elle n'avait pas joué un rôle important dans l'enquête. En fait, elle avait rarement parlé. Elle avait été présente lors de la fête, flottant entre la cuisine et le jardin, calme, capable, invisible, et très fidèle, trop fidèle. Edna avait servi à la fois le révérend Pottle et le révérend Denning, son emploi n'ayant jamais été interrompu, malgré les années qui se sont écoulées entre les deux. Cela seul avait semblé inhabituel à Miss Marple. Quand Pottle était parti, elle ne l'avait pas suivi. Elle était restée. Tranquillement.
soigneusement, comme pour garder quelque chose. Et puis, il y avait quelque chose que Margaret avait dit en passant pendant leur conversation. Je me souviens avoir entendu quelque chose entre mon père et Talbot. Mais Margaret n'était pas la seule dans le presbytère à avoir autant d'oreilles que de silence. Miss Marple sourit faiblement. Un plan, simple et clair, a commencé à prendre forme. Le lendemain matin, elle demande à Florence de lui poster 3 lettres. L'un était pour Sylvia Crane, un autre pour l'inspecteur Craythorne et le 3e pour Edna. Chacun contenait une simple invitation. Thé au cottage de Miss Marple, jeudi à 3 heures. Quelques amis se réunissent pour se remémorer. Mais derrière cette civilité se cache une intention très différente. Sylvia est arrivée la première, nerveuse mais posée. Miss Marple l'accueillit avec chaleur et une 2e tasse était déjà versée. Peu de temps après, l'inspecteur Craythorne entra, chapeau à la main, les yeux alertes. Miss Marple fit signe de patienter avec un subtil signe de tête. C'est Edna qui est arrivée la dernière. Elle entra doucement, sa blouse de gouvernante soigneusement repassée. Un petit paquet enveloppé de papier à la main. « J'ai apporté des scones au citron », dit-elle, la voix toujours aussi plate. « Comme c'est attentionné », dit Miss Marple avec un sourire agréable. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous avez été si utile tout au long de cette période difficile. » Edna était assise avec raideur, les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux bougèrent à peine pour rencontrer ceux des autres. Miss Marple servit le thé avec soin. Pendant quelques minutes, ils parlèrent de choses neutres. Le temps, l'état des roses, la prochaine répétition de la chorale. Puis Miss Marple, comme en passant, dit « Quel dommage pour la chute du major Talbot. Savez-vous, chère Edna, j'ai vu une fois quelque chose de très similaire dans un cas il y a des années. Un homme s'est effondré après avoir bu du sherry contaminé. Il s'est avéré que quelqu'un avait ajouté juste une touche de laudanum pour le calmer. Pas assez pour le tuer, juste assez pour le calmer. Retard. La pièce s'immobilisa légèrement. Edna ne bougeait pas, continua Miss Marple d'une voix douce. Et le plus intelligent, bien sûr, c'est qu'une telle dose laisse peu de traces après, quelques heures. Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'homme en question, comme le major Talbot, avait confié quelque chose peu de temps auparavant. Quelque chose de gênant, quelque chose de dangereux. L'inspecteur Craythorne se pencha en arrière. Observant Edna de près à présent, elle n'a toujours rien dit. Sylvia avait l'air confuse, les yeux passant de face à face. Miss Marple se pencha en avant. « Dites-moi, Edna, saviez-vous que Lionel Frittle avait trouvé une lettre écrite par le révérend Pottle, une lettre destinée à être transmise, mais qui n'a jamais quitté le presbytère. » Les lèvres d'Edna se contractèrent, juste une fois. « Non, dit-elle doucement, je ne le savais pas. »« Mais toi as fait. »« Je sais qu'il était à la sacristie ce jour-là, » dit doucement Miss Marple. « Et vous l'avez vu se glisser à l'intérieur. Peut-être l'avez-vous même prévenu de ne pas rester trop longtemps. Et comme il n'écoutait pas, vous le suiviez. » L'expression d'Edna n'a pas changé, mais ses doigts serraient le bord de son manteau. Miss Marple n'élevait pas la voix. « Je pense que vous avez aimé le révérend Pottle. » Tranquillement, complètement. Et quand il a été accusé, publiquement humilié, vous êtes resté. Vous avez conservé sa mémoire. Vous avez blâmé les autres. Vous vouliez que son nom soit restauré. Sylvia haleta doucement. Craythorne regardait sans un mot. La voix d'Edna, quand elle se fit entendre, était ténue et tremblante. Il était le seul à me voir, pas comme un serviteur, pas comme un accessoire. Il m'a remercié, il m'a parlé gentiment, et puis ils l'ont ruiné. Miss Marple hocha la tête. Et Lionel Prittle était votre espoir, mais aussi votre peur, parce que s'il découvrait quelque chose qui jetait le doute sur le révérend Pottle, ou dénonçait d'autres complices, vous saviez qu'il le déformerait à nouveau, tout comme il l'avait fait auparavant. Edna leva finalement les yeux, je ne voulais pas le tuer. Le silence dans la pièce s'approfondit.
Je suis allé lui demander, mendiez-lui pour le laisser tranquille, pour le laisser reposer. Mais il a ri. Il a dit que le passé était plein de pourriture. Ce Pottle n'était pas l'homme que je pensais. Il m'a tourné le dos et m'a frôlé. Je voulais seulement l'arrêter. J'ai poussé. Je ne savais pas, il est tombé si vite. Sylvia se couvrit la bouche. L'inspecteur Craythorne fouilla dans son manteau, l'air grave. Edna Mary Haversham, je dois vous mettre en garde, quoi que vous disiez. Mais Edna baissa seulement la tête. Je savais, murmura-t-elle. À partir du moment où il ne s'est pas levé, je savais que tout allait s'effondrer à nouveau. Alors j'ai rangé, j'ai fermé le placard, j'ai laissé l'hymne dans sa main, et je suis revenu à travers la fête comme si de rien n'était. Miss Marple se leva doucement et alla chercher la théière en versant une autre tasse tandis que l'inspecteur appelait un officier qui attendait dehors. Edna les suivit avec dignité, ses pas lents mais réguliers. Pas une seule protestation, pas un appel à la sympathie. Seulement le lourd silence de quelqu'un qui avait passé des années à se préparer au pire et qui était enfin arrivé. Lorsque la porte se ferma, Sylvia se tourna vers Miss Marple. Elle aimait lui? Oui, dit Miss Marple en s'asseyant doucement. Et l'amour, lorsqu'il est lié au chagrin et au silence, peut devenir quelque chose de très aigu. Sylvia se rassit, les yeux pleins d'émotion. Que va-t-il se passer maintenant? La vérité a été révélée, dit doucement Miss Marple. Pas seulement à propos du meurtre, mais aussi à propos du révérend Pottle, et peut-être qu'avec le temps, le village abandonnera ce qu'il craignait et se souviendra de ce qui valait la peine d'être gardé. Dehors, la cloche du clocher de l'église sonnait doucement dans la verdure. À l'intérieur, Miss Marple leva de nouveau sa tasse de thé, le moindre sourire jouant au coin de ses lèvres, non pas de triomphe, mais de compréhension profonde. Et tranquille. Ce n'était pas dans la nature de Miss Marple de se réjouir des révélations. Contrairement à ces détectives de fiction qui tonnent dans les salons avec des déclarations et des drames, elle préférait le déroulement tranquille de la vérité, comme une fleur pressée découverte dans un vieux journal intime, délicate, détaillée et tachée par le temps. Et dans Chipping Denby, la vérité était quelque chose depuis longtemps enfoui sous des décennies d'évitement chuchoté et de mémoire sélective. Le lendemain de la confession discrète d'Edna Haversham, le village était maîtrisé. Pas abasourdi, non. Les villageois de Chipping Denby se sont rarement permis le luxe d'un choc extérieur, mais soumis de cette manière particulière que le sont les petites communautés lorsqu'elles sont confrontées à la trahison. De quelqu'un qu'elles n'avaient jamais vraiment remarqué, Edna faisait partie du mobilier. La présence invisible qui servait des sandwichs lors des réunions de sacristie et sonnait avant le service. Son nom ne figurait jamais dans les programmes des fêtes, mais son travail était toujours là. Dans les draps propres, les cuivres, polis, les roses fraîchement coupées. Et maintenant, c'était elle qui avait tué Lionel Prittle. Miss Marple comprenait ce malaise. C'était le genre de choses qui ne venait pas du chagrin, mais de la perturbation de la certitude. L'inspecteur avait passé une grande partie de la soirée précédente à recueillir une déclaration officielle, s'assurant que tout était documenté. Edna avait été calme, précise et même coopérative. Elle n'a exprimé aucun déni, seulement un regret, ce type particulier de regret, non pas pour l'acte lui-même, mais pour l'échec du monde à être à la hauteur du souvenir. Qu'elle avait chéri. Pourtant, Miss Marple savait qu'il y avait une dernière conversation à avoir, une sorte de rassemblement, non pas pour une représentation, mais pour la paix. Ainsi, avec la bénédiction de l'inspecteur, elle organisa un rendez-vous dans le salon du presbytère cet après-midi-là. Ceux qui étaient impliqués, volontairement ou non, dans l'enchevêtrement du passé, seraient à présent. Ils méritaient, pensa-t-elle, d'entendre la vérité dévoilée ensemble. Les invités arrivèrent par paires hésitantes. Le révérend Denning, pâle mais calme, avec sa femme Margaret derrière lui, comme une ombre réticente à se détacher complètement. Sylvia. Crane, les mains étroitement jointes, son expression prudente mais résolue.
Et enfin, l'inspecteur Craythorne, un bloc-notes à la main, même s'il n'avait pas l'intention d'écrire. Ils s'installèrent en un demi-cercle approximatif. Le feu crépitait dans l'âtre. Dehors, la pluie frappait doucement les fenêtres. Miss Marple se tenait devant eux, non pas comme une accusatrice, ni même comme une enquêtrice, mais comme un doux témoin de la capacité du cœur humain à la fois à l'erreur et à l'endurance. « Je vous ai tous demandé ici, commença-t-elle doucement, de ne pas déterrer davantage de scandales, mais de poser la dernière pierre sur une tombe longtemps privée de sa pierre tombale. Ils ont écouté. Lionel Prittle a été assassiné par Edna Haversham. Cela, nous le savons maintenant. Mais la cause, la pourquoi, est bien plus vieux que cet après-midi à la sacristie. Elle se tourna légèrement vers Sylvia. Il y a des années, le révérend Pottle a été discrètement déshonoré et démis de ses fonctions. La raison officielle concernait les fonds de l'Église, l'argent manquant et de vagues allégations. Mais comme je l'ai découvert, et comme Edna l'a cru jusqu'au bout, cette histoire n'était pas ce qu'elle semblait être. Les yeux de Sylvia brillaient, mais elle ne parlait pas. Continua Miss Marple. Là était un écart financier, 35 heures, non comptabilisé dans les grands livres. Le major Talbot l'a signé, mais l'argent avait disparu. Edna a entendu le révérend Pottle se disputer avec le trésorier, le père de Margaret. Mais il n'a jamais pris la parole publiquement, que, ce soit par culpabilité, par loyauté ou par désir de protéger les autres, il a laissé le fardeau retomber sur lui-même. Le révérend Denning bougea légèrement. Et la relation avec Miss Crane? Miss Marple sourit doucement. Il y avait de l'affection, oui, peut-être même de l'amour, mais pas de scandale. Le révérend Pottle prenait soin d'elle, et elle, de lui. Et pourtant, c'était Edna, une Edna dévouée et négligée, qui considérait cette affection comme une trahison. La voix de Sylvia vint doucement. Elle me détestait pour ça. Elle craignait ce que cela lui ferait, corrigea Miss Marple. Et elle croyait que le silence était le moyen de préserver son héritage, que le confesser ou l'expliquer le ternirait encore davantage. Et ainsi, lorsque Lionel Prittle est arrivé, déterminé à exhumer la vérité, sans la subtilité ou le soin que le passé exigeait, elle a agi, par peur, par désespoir, et oui, par une forme déformée de loyauté. L'inspecteur Craythorne s'éclaircit la gorge. « Et les documents ?»« Partis, » dit Miss Marple. « Soit détruits par Edna, soit par le major Talbot, qui, je crois, a senti les murs se refermer. Son effondrement a peut-être été de sa propre initiative, sa culpabilité manifestée, ou le résultat de l'effort final d'Edna pour protéger le passé. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de deuxième victime. » Il y eut alors un silence lourd et respectueux. Margaret Denning parla, la voix cassante. « J'en connaissais une partie. Mon père disait des choses, des aveux à moitié terminés. Mais j'étais jeune et je pensais que rester silencieux était une chose respectueuse. » Miss Marple lui lança un regard aimable. « Beaucoup de gens l'ont fait. Le silence peut ressembler à une protection, mais en réalité, c'est une lente érosion. » Le révérend Denning se pencha en avant. Est-ce que cela changera quelque chose? À propos des archives? À propos de la façon dont on se souvient du révérend Pottle? Miss Marple hocha lentement la tête. Je crois que c'est nécessaire. L'évêque doit être informé. Un nouveau récit de son départ peut être enregistré. Pas comme une justification, peut-être, mais comme une correction. Il le mérite. Sylvia parla doucement. Et qu'en est-il d'Edna? L'inspecteur Craythorne répondit cette fois. Elle sera bien sûr inculpée, mais le tribunal tiendra compte de son âge, de ses aveux et des décennies de service qu'elle a rendues. Je soupçonne que le juge sera indulgent. Sylvia ferma brièvement les yeux. Elle croyait le protéger, mais elle n'a fait que l'enterrer 2 fois. Personne n'a contesté. Enfin, Miss Marple prononça un dernier mot. J'ai toujours cru, a-t-elle déclaré, que la vérité a une patience particulière. Vous pouvez la cacher et la faire taire, voire l'oublier, mais elle attend. Et avec le temps, elle s'élèvera. Souvent, elle ne le fait pas avec violence, mais avec clarté.
Dehors, la pluie avait cessé. Les nuages s'étaient éclaircis et étaient redevenus gris éteints. Une cloche d'église sonnait doucement au loin. Un à un, les invités prirent congé. Sylvia s'attarda un moment à la porte. « Merci, dit-elle. Vous me l'avez rendu. Pas comme je l'avais rêvé, mais tel qu'il était réellement. » Miss Marple sourit. « C'est, ma chère, le meilleur que l'on puisse espérer. » Lorsque la maison fut à nouveau calme, Miss Marple retourna à son tricot. Le doux claquement des aiguilles résonnait dans le petit salon, accompagné du tic-tac de l'horloge. Le mystère était résolu, le meurtrier nommé. La vérité a été diffusée. Et pourtant, comme toujours, elle ne ressentait aucun triomphe. Seulement une douce mélancolie, née du fait de constater, une fois de plus, à quel point les gens peuvent être complexes. Elle prit son thé et le sirota lentement. Dans la pièce voisine, Florence préparait déjà une nouvelle nappe et pliait des serviettes pour le déjeuner de pont de demain. La vie à Chipping Denby reprenait, comme toujours, son rythme, mais ce ne serait plus jamais tout à fait pareil. 2 semaines après le dernier thé dans le salon de Miss Marple, le village de Chipping Denby avait commencé à s'installer, mais pas dans son état antérieur d'ignorance bienheureuse. Au lieu de cela, il était entré dans une nouvelle saison, marquée par la résilience tranquille qui définit les petits villages anglais après avoir été secoués mais non brisés. Le meurtre de Lionel Prittle avait été officiellement clos. Edna Haversham, arrêtée et accusée d'homicide involontaire, est restée dans une maison d'arrêt à Brixford en attendant de nouvelles audiences. L'accusation, atténuée par la nature de ses aveux et son âge, ne devrait pas aboutir à une peine de prison. Le tribunal, murmurait-on, prononcerait probablement une peine avec sursis et recommanderait des soins psychiatriques. Personne ne s'attendait à un procès. Peu de gens dans le village en voulaient un. Alors que Miss Marple était assise sous l'arche en treillis de son jardin, les brises du début de l'automne tirant sur les pétales restants de ses roses, elle réfléchissait à la rapidité avec laquelle le village s'était réorganisé. Les gens parlaient encore de la mort de Prittle, bien sûr, mais désormais avec le ton doux réservé à ceux qui, avec le recul, avaient de bonnes intentions, même si leur méthode était intrusive. Les dossiers de l'avocat avaient été rassemblés par son greffier et transmis au bureau de l'évêque, où une réévaluation du dossier du révérend Pottle avait déjà commencé 1 semaine. Plus tôt, un amendement discret avait été lu à haute voix dans l'église. Le révérend Denning, solennel et posé, s'était adressé à l'Assemblée avec soin. À la lumière des documents et des témoignages récemment examinés, l'Église reconnaît que le révérend Harold Pottle n'a jamais été formellement accusé d'actes répréhensibles et que sa démission, bien qu'obscurcie par des spéculations, n'a pas été étayée par des preuves suffisantes. Nous nous souvenons de lui aujourd'hui comme d'un homme qui a servi cette paroisse pendant près d'1 décennie avec grâce et conviction. Ce n'était pas une exonération, mais c'était suffisant. Après le service, Sylvia Crane s'était attardée près de la rampe de l'autel, seule et immobile, les yeux levés vers la croix de cuivre qui captait le soleil du matin. Miss Marple ne l'avait pas approchée. Elle savait que le silence était parfois plus convivial que les mots. Margaret Denning, elle aussi, avait changé, minutieusement mais indéniablement. La tension autour de sa bouche s'était atténuée. Elle ne regardait plus Sylvia avec la raideur méfiante des années passées. Elle l'avait même invitée à aider à organiser le bazar des récoltes, un rameau d'olivier exprimé à travers des banderoles et des billets de tombola, ce qui était aussi proche d'une réconciliation que Chipping Denby n'en avait jamais eu besoin. Mais le changement le plus révélateur a peut-être été la réapparition d'un nom. Un après-midi, alors qu'elle aidait Florence à trier les vieux registres paroissiaux pour la Guilde des femmes, Miss Marple tomba sur une photographie jaunie, cachée dans un programme de la fête des récoltes de 1937. Là, à côté d'une chaire fleurie, se tenait le révérend Pottle, beau, souriant, inconscient de l'ombre qui allait bientôt tomber sur lui. Au dos d'une écriture élégante, quelqu'un avait écrit « Révérend Harold Pottle, septembre 1937 ». En service, dans la gentillesse, dans une dignité tranquille.
Miss Marple a glissé la photo dans son sac à main. Plus tard dans la journée, elle s'est rendue à l'église et l'a placée, sans fanfare, dans un petit cadre en laiton laissé vide dans le cabinet du narthex pour l'ancien clergé. Le dimanche suivant, personne ne remarqua sa réapparition, mais plusieurs têtes s'arrêtèrent légèrement en passant devant. Quelques-uns firent une pause plus longue. Le temps s'était à nouveau replié. Cet après-midi-là, alors que les nuages s'accumulaient au-dessus de la verdure et que les enfants chassaient les feuilles filées par le vent, Miss Marple prenait le thé avec l'inspecteur Craythorne sur sa terrasse arrière. Il était venu officiellement pour la remercier. Officieusement, il était venu parce que cette affaire l'avait touché plus que quiconque. « Vous savez, dit-il en remuant distraitement son thé, il y avait quelque chose dans celui-ci. Ce n'était pas seulement une question de meurtre, c'était une question de chagrin. » Miss Marple hocha la tête. Le chagrin crée de longues ombres. Inspecteur, surtout celles dont personne n'est autorisé à parler. Il soupira. On nous apprend à rechercher des mobiles. La jalousie, l'avidité, la peur. Mais l'amour, c'est plus difficile à prouver, plus difficile à affronter. Miss Marple sourit faiblement. D'après mon expérience, c'est le motif le plus dangereux de tous, surtout lorsqu'il est mélangé à la solitude. Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse. « Vous avez vu beaucoup de choses. »« Oui, » répondit-elle doucement, « mais les gens restent, au fond, les mêmes. Les détails changent, les styles de chapeau et le prix du lait. Mais le cœur humain me surprend rarement. » Ils restèrent assis pendant un moment dans un silence amical. Quelque part dans la haie, une grive chantait sa mélodie répétitive. Le vent faisait bruisser les feuilles qui séchaient. Finalement, il se leva pour partir. « Si quelque chose d'autre arrive, » commença-t-il. « Bien sûr, je vais vous appeler, » dit-elle avec un scintillement dans les yeux. Après son départ, elle retourna à son salon où l'attendait son tricot. Elle venait de commencer le talon d'une chaussette et espérait le terminer avant la fin de la semaine. Florence, fredonnant depuis la cuisine, apporta une nouvelle théière et une petite assiette de biscuits au gingembre. Miss Marple baissa les yeux sur la laine dans ses mains. Dans la quiétude de ce petit coin d'Angleterre, sous les haies et les rideaux de dentelle, la vie était façonnée non seulement par ce que les gens disaient, mais aussi par ce qu'ils cachaient. Certains cachaient leur cruauté. Pour les autres, dommage. Mais beaucoup, trop, cachaient leurs affections les plus profondes, parfois à leur propre ruine. Elle pensa à Edna, assise seule dans sa cellule, ni en colère, ni brisée, mais complètement immobile. Elle avait mal aimé, et pourtant Miss Marple ne pouvait pas la qualifier de monstrueuse. En fin de compte, elle n'était qu'une humaine. Alors que le feu crépitait et que le vent murmurait aux fenêtres, Miss Marple reprit son tricot. Elle ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils. Elle a simplement laissé le calme reprendre toute sa place dans la maison. Dehors, les cloches de Saint-Luc sonnaient le quart d'heure, et le village, comme ses secrets, se reposa à nouveau.